Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire la vidéo sur la condition de la femme comorienne. Mais avant de commencer et rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de parler d'un événement qui a eu lieu hier, c'est-à-dire la soirée d'hommage à notre écrivain disparu, que Dieu l'a que paradis, Salima Tubou, et remercier les organisateurs d'avoir réalisé cet événement, mais surtout applaudir, parce que on critique souvent quand ça ne fonctionne pas dans notre communauté, qu'il faut aussi savoir applaudir quand ça fonctionne. C'est-à-dire que de plus en plus d'événements qui sortent des événements habituels des Comoriens du type mariage, combi, madjilis, attirent de plus en plus de Comoriens. Et cela, il faut savoir l'applaudir. J'ai assisté hier à cette soirée d'hommage, mais aussi le 30 janvier dernier, on a assisté à la soirée des éditions Selacan, où une foule est venue entendre parler de livres. Ça fait longtemps qu'on ne voit pas ce genre de choses dans notre communauté. Et il faut souligner que ça commence à prendre racine, et il faut savoir applaudir quand on voit des choses de ce type. Et aussi, dire aussi aux organisateurs merci, parce que un tel événement montre aux jeunes gens qui souvent ont l'habitude de voir des grands mariages et des madjilis, que la reconnaissance n'est pas seulement dans ce type d'événement. On peut être on peut être reconnu en devenant écrivain, d'accord, en devenant artiste, en devenant entrepreneur. Et il faut encourager cela, parce que c'est en montrant aux jeunes que la reconnaissance peut être située dans ce type d'activité qu'ils peuvent L'idée n'est pas d'oublier non plus cette culture-là, ce côté-là, mais aussi s'intéresser à d'autres choses. Voilà, c'est ça que je voulais, que je voulais souligner avant de rentrer dans notre sujet d'aujourd'hui. Alors, je disais que le sujet d'aujourd'hui va porter sur la condition de la femme comorienne. La femme comorienne. Là, je parle en termes de genre, parce qu'effectivement, l'homme ou la femme, ça n'existe pas. Il y a les femmes, il y a les hommes. Mais en termes de genre, parce que la condition de la femme comorienne englobe quelque part la majorité des femmes. Alors, la femme, c'est d'abord notre sœur, c'est d'abord notre épouse, c'est notre mère, c'est notre collègue. Depuis la nuit du temps, avec le patriarcat qui a toujours fait l'histoire, le patriarcat, on va le définir rapidement comme un système juridique et social qui donne le pouvoir à l'homme. Qui donne le pouvoir à l'homme publiquement, mais aussi dans le privé, c'est-à-dire dans la famille. Donc, à travers le temps et l'histoire, le patriarcat a fait de la femme, a réduit la femme à une femme au foyer qui n'a d'autre rôle que de pondre des enfants, faire des enfants, l'a réduit souvent à l'esclavage sexuel, à un être inférieur, qui n'a pas le droit jusqu'à récemment de voter, même en France. Je ne sais pas si c'était en 48 ou je ne sais plus quelle date où elle a acquis le droit de vote. Jusqu'à récemment, elle ne pouvait pas ouvrir un compte sans l'autorisation de son mari. Elle ne pouvait pas avoir un travail sans l'autorisation de son mari. La femme a toujours été réduite à l'autorité de la femme et de l'homme et à sa dépendance. Alors que, on ne peut pas les nier, et je pense que c'est un fait pour tout le monde, la femme, c'est l'égal de l'homme intellectuellement. Des fois même, je rencontre des femmes qui sont qui sont très très intelligentes par rapport à certains hommes que des fois je me dis d'où ils sortent. Donc on ne peut pas nier cela. La femme
est l'égal de l'homme intellectuellement. Donc, par conséquent, à travail égal, salaire égal, elle a le droit d'avoir son indépendance, d'avoir sa vie, de décider de sa vie, de la manière dont elle a envie de la vivre. Voilà. Mais il ne faut pas nier aussi qu'il y a une différence entre l'homme et la femme. Hein, parce qu'il y a ce mouvement, certains mouvements féministes, qui aiment aller dans une sorte d'indifférenciation. Alors qu'on ne pourra jamais faire une parité des grossesses. La grossesse, le fait de porter un enfant, c'est la femme. Donc, ne serait-ce que son point de vue-là montre qu'il y a une différence entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, en général, un homme est plus physiquement supérieur à la femme. Même si une femme peut faire de la haltérophilie, mais à effort égal et à entraînement égal, on ne va pas les mettre dans la même compétition d'haltérophilie. Parce que l'homme va soulever plus que la femme. La femme peut être douée en football, elle ne va jamais jouer avec un homme sur le même terrain. Parce qu'elle ne va pas faire le poids. Une jeune femme peut s'énerver en couple, venir taper son mari avec des baffes parce qu'elle est énervée. Si l'homme s'énerve et lui rend la monnaie de la pièce, la femme, ça finit souvent à la police pour violence. D'accord ? Je pense que c'est ce qui s'est passé, sans connaître vraiment la situation, avec l'artiste connu en France, là, qui a tué sa femme. Je pense que c'est suite à un énervement. Je pense qu'on disait que sa femme l'a tapé. À un moment donné, il lui a rentré dedans et s'est condamné. Et que la femme est décédée. Voilà. Donc, et aussi, je pense qu'il y a une différence entre l'homme et la femme qui fait que, par exemple, la femme peut aborder la vie ou les choses avec plus d'émotion que l'homme, par exemple. D'accord ? Donc, il faut faire attention à l'indifférenciation. Parce qu'on a tendance aujourd'hui avec des mouvements féministes qui cherchent à réduire, à dire que la femme, c'est pareil que l'homme. Je veux dire, il n'y a pas de différence. C'est juste une histoire de sexe. Et d'ailleurs, il s'appuie souvent dans des écrits comme des écrits de Simone de Beauvoir qui disait qu'on ne l'est pas femme, on le devient. Il y a une part de vérité dans ce qu'elle dit parce qu'effectivement, si les femmes se conduisent d'une certaine manière dans la vie, c'est parce qu'on les a toujours appris à se comporter de cette façon. Et que peut-être qu'il y a certains hommes, que si on avait mis l'homme dans une telle éducation, il se comportait de la même façon. Mais cela ne veut pas dire que tout est une histoire d'acquis. Il y a aussi de l'inné qui est lié au genre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, rentrons dans la femme comorienne. D'abord, la femme comorienne, sociologiquement. Eh bien, la communauté comorienne, en tout cas la nation comorienne, a toujours été régie par la une matriarcat. Voilà. Le matriarcat n'est pas l'équivalent du patriarcat. C'est-à-dire, ce n'est pas une société régie par l'exercice, régie par la prédominance de la femme en matière. La loi ne donne pas le pouvoir à la femme. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Excusez-moi, j'ai eu du mal à le dire. La loi ne donne pas le pouvoir à la femme, comme elle le donne à l'homme dans le patriarcat. Ici, il s'agit juste d'une histoire de lignée, d'accord, de succession. On appartient plus à sa famille maternelle, même si ça commence à évoluer, parce que ça commence à changer, à sa famille maternelle, on appartient plus à sa famille maternelle qu'à sa famille paternelle. La succession, l'héritage, est donné plus à la femme, par exemple. Aussi, on voit que c'est l'homme qui va rejoindre sa femme dans sa famille.
Et jusqu'à récemment, parce que aussi là, ça commence à changer, les femmes se construisent leur maison. C'est de plus en plus rare, même si ça se fait, de voir des frères qui construisent la maison de leur sœur, alors que jusqu'à récemment, c'est l'homme, le mari, les frères et les oncles qui construisaient la maison de la fille, de la nièce, de la sœur. D'accord? Ce qui fait que, c'est ce qui fait que peut-être cet article de je ne sais plus quel journal anglais, un magazine anglais qui disait que récemment que les Comores font partie du monde arabo-musulman qui donne plus où la femme est plus protégée. D'accord? Mais derrière ce terme de protection, moi je dirais plus, je ne suis pas d'accord avec ce terme de protection. Moi je dirais plus, je remplacerais plus ça par contrôle. C'est une façon pour moi de contrôler la femme, de faire en sorte qu'elle n'ait pas son indépendance, qu'elle ne vive pas sa vie de couple comme elle devrait la vivre, parce qu'il y a les oncles, le fait que c'est le mari qui vient la rejoindre dans sa famille où il y a les oncles, les frères, la maman, le papa, hein, qui sont autour d'elle, font que la femme ne peut pas même vivre sa vie avec son mari d'une manière indépendante. Hein? Il y a ce fameux proverbe qui dit que le housé, pas proverbe, mais adage, le médecin de housé. C'est aberrant. C'est-à-dire, le mari, c'est pas ta famille. Une façon de dire, écoute plus tes frères, tes oncles et ton père que ton mari. En tout cas, écoutez, pas écouter, parce que en tout cas, la priorité doit être dans ta collaboration avec ta famille d'origine que ton mari. Donc ils vont venir influencer les rapports avec son mari. Mais avant même qu'elle se marie, elle n'a pas le droit de sortir. Hein, elle est contrôlée. Elle n'a pas le droit de décider de sa vie. C'est eux qui décident, qui lui choisissent le mari. Donc pour moi, c'est plus une histoire de contrôle qu'une histoire de protection. D'accord? Et il faut souligner aussi que dans ces mariages, par exemple, ces mariages forcés, et cette condition de la femme, il faut aussi souligner que la femme elle-même, avant même le patriarcat, qui depuis la nuit des temps, je l'ai dit au départ, maltraite la femme, mais aujourd'hui, les femmes participent, les mamans, les tantes participent à cette condition de contrôle de leurs filles et de leurs nièces. D'accord? Elles ont une grande partie là-dedans. Et là, j'ai envie de dire aux défenseurs de la condition féminine, comment de le souligner. Ce n'est pas toujours la responsabilité des hommes. Il y a les femmes autour qui participent à cela, qui maldisent quand une femme essaie de prendre son indépendance, qui vont parler, patati, patata, patati, patata. Donc il faut en parler aussi là-dessus. C'est pas que les hommes. Voilà. Et maintenant, donc il y a les deux. Voilà ce que je voulais dire. Il y a les deux. Donc maintenant, parlons aussi du côté public, le pouvoir, l'exercice du pouvoir, l'exercice des responsabilités. Donc je disais que la femme est l'égale de l'homme, au départ intellectuellement. Les Comores font partie de ces pays où la scolarité des jeunes filles et des jeunes hommes est à part égale. C'est un des pays arabo-musulmans, si on peut l'appeler ainsi, où on laisse des jeunes femmes partir à l'extérieur, étudier après le bac, sans frère, sans mari, en même proportion que les hommes. Les parents laissent les jeunes femmes aller étudier. Jusque-là, on a les mêmes diplômes, on a fait les mêmes bancs. Je pense que du point de vue diplôme, on est au même niveau, si je ne m'abuse, même s'il n'y a pas de statistiques au comment. D'accord? Aucune famille n'interdit les femmes qui ont étudié de venir travailler. Ok? Même si c'est vrai quand elles reviennent, quand l'homme cherche d'abord à trouver un travail avant de travailler,
avant de se marier, excusez-moi, la femme, dès qu'elle revient de ses études, on ne lui demande pas de trouver un travail. Hein. On commence à lui demander, à lui dire, il faudrait que tu te maries. D'accord? Et ça aussi, ça me fait rappeler l'histoire de Simone de Beauvoir. On n'est pas homme, on le devient. Je l'ai transformé. Elle a dit, on n'est pas femme, on le devient. On n'est pas homme, on le devient. Parce que la femme, on lui dit, il faut que tu te maries, mais l'homme aussi, on lui dit, tu dois t'occuper de ta femme. Tu vois? C'est aussi un poids. Ok? Et d'une manière générale, quand un homme ne travaille pas, c'est un bras cassé. Quand une femme ne travaille pas, on dit, c'est une femme au foyer. Quand tu ramènes une femme, et quand tu es une jeune femme, tu ramènes un homme qui ne travaille pas, tu le présentes à ta mère, elle va te dire, mais c'est quoi ce bras cassé? Moi, quand je ramène une jeune femme pour la présenter à ma mère, elle va me dire, oh c'est bien, c'est une femme au foyer, il n'y a pas de problème. Elle peut travailler comme elle ne peut pas travailler. D'accord? Je suis pour que la femme soit indépendante. Mais il faut aussi dire qu'on ne naît pas homme, on le devient. On nous donne des responsabilités. Et pour revenir au point de vue du pouvoir, hein, et moi je ne dénigre pas les femmes qui restent au foyer, parce qu'il y a des femmes aussi qui n'ont pas envie de travailler, et c'est aussi louable une femme qui décide d'élever ses enfants. Ce n'est pas une tâche facile. D'accord? C'est pas une tâche facile. Ok? Et quand je dis on est égaux intellectuellement mais différents, le maternage, ce n'est pas, les hommes ne sont pas doués de la même façon que les femmes dans le maternage. Donc élever ses enfants, c'est aussi louable que d'aller travailler. D'accord? Moi je serais même pour qu'elles aient des revenus pour ça. Ah oui. Ok? Donc les gens qui disent ouais la jeune femme elle reste à la maison, elle ne travaille pas. Non, pour moi c'est de la bénédiction. Tu élèves tes enfants. Donc elle n'est pas moins à estimer que la jeune femme qui travaille dans la publicité. En plus que c'est pas une chercheuse à l'université, c'est une jeune femme qui fait du marketing ou de je ne sais pas quel machin là encore de la publicité. À choisir, je préfère celle qui élève ses enfants que celle qui fait... Bon, bref. Donc, revenons au point de vue du pouvoir. Parce que j'ai dit sociologiquement, elle aussi, j'ai déjà traité de cela. Maintenant, de l'exercice du pouvoir et des responsabilités. Donc, j'ai dit que égaux intellectuellement, à compétences égales, salaire égal. D'accord? Si elle est compétente, elle doit être choisie. Pas parce que c'est un homme, on ne doit pas la mettre à côté parce que c'est une femme, alors qu'elle a plus de compétences que l'homme. Ok? Du point de vue du pouvoir, aux Comores, je pense que même si au devant de la scène, on n'a pas eu beaucoup de femmes au devant de la scène, mais quand même, il y en a eu. Quand une femme veut s'intégrer, veut participer dans la cité, la société, je pense que c'est rare qu'on nous dise va-t'en parce que tu es une femme. D'accord? On a vu Zainab Dere à Mayotte, Djoumé Fatima à Moélie, comment dire, beaucoup de femmes, même si elles n'ont pas participé au devant de la scène, même si j'en ai cité quelques-unes là, je peux en trouver d'autres, au devant de la scène, ont participé derrière le rideau. Et il faut reconnaître aussi qu'il y a des femmes qui n'aiment pas être devant. Elles aiment exercer le pouvoir derrière les rideaux. Mais quand elle veut l'exercer au devant de la scène, la société lui donne, quelque part, ne lui empêche pas. Zahara a été députée, des ministres femmes. Et même j'ai remonté avant, j'ai cité Djoumé Fatima, on peut trouver d'autres femmes. Zainab Dere, qui est connue, il y a eu une exposition dernièrement. Il y a une députée femme qui vient d'être élue à l'Assemblée, des ministres. Donc, je ne dis pas qu'elles ont la même liberté, la même égalité de traitement, mais aussi elles se mettent elles-mêmes des freins. Elles n'osent pas. Donc, moi je dis, c'est aux femmes aussi d'oser prendre le pouvoir. Parce que quand elles osent, l'histoire montre que
On applaudit même des fois. La société applaudit. Ok? La société applaudit. Mais elle s'empêche elle-même des fois de l'exercer, de prendre ce pouvoir-là dans la société. D'accord? Je donne l'exemple. Une fois, mon village m'avait appelé pour aller voir comment on peut organiser une association. Moi, j'ai refusé parce que vous connaissez comment dire, ma lutte contre le villagisme, mais j'ai fini par y aller là une fois. Donc je suis allé, et j'ai trouvé une organisation d'hommes et de femmes. J'ai dit non. On fait une seule association avec des femmes et des hommes dans le même bureau. Et quand les hommes étaient d'accord, c'est les femmes, quand je parlais avec elles, qui disaient « Mais non, je me vois mal aller m'asseoir devant mon mari, devant mon frère, devant mes enfants, ou devant je sais qui, de ma famille, et discuter avec mon mari, à crier, ou je sais pas quoi. Donc il faut 2 associations. Donc c'est les femmes elles-mêmes qui ont refusé la mixité. Donc il faut pas... Il faut le dire aussi. Que les femmes s'interdisent l'exercice et la prise du pouvoir. Il faut qu'elles se libèrent. Parce que personne ne viendra leur donner le pouvoir. C'est pas les hommes, c'est pas un homme qui est ministre qui va dire bon, je renonce à mon ministère pour donner le pouvoir à la femme pour la condition féminine. Et puis quoi encore? Il faut aller chercher le pouvoir vous-même. Hein. Il faut aller chercher le pouvoir vous-même. Et pour finir, je voudrais parler à certaines qui aiment faire du mimétisme féministe. De me parler de parité, de je sais pas quoi. D'accord? La parité peut être une clé, ça peut être une solution, comme la discrimination positive en France, parce que pour embaucher des gens qui viennent d'autres communautés, mais ce n'est pas la solution, parce que c'est une façon d'oublier un autre sujet, c'est-à-dire la lutte des classes. Les mêmes, il y a une petite bourgeoisie citadine à Moroni, de la grande ville, qui fait que s'il y aurait une parité, ça serait les mêmes sœurs de ceux qui exercent le pouvoir aujourd'hui qui viendraient prendre le pouvoir de leurs frères. Pas la petite femme du village ou la jeune femme diplômée du village qui viendrait prendre le pouvoir. D'accord? Donc il faut faire attention. Ok? Et d'autant plus que la jeune bourgeoise citadine n'a pas les mêmes intérêts que la petite paysanne du village. Donc la parité n'est pas la clé à la condition féminine. Parce que je pense que la paysanne est plus proche du paysan que dans la jeune bourgeoise citadine de Moroni ou de Mitsambouli. D'accord? Donc oui, pourquoi pas la parité comme la discrimination positive ici, mais faisons attention de faire du mimétisme bête à l'occidental. Voilà ce que je voulais dire, c'est un vaste sujet. J'ai pas tout dit. J'ai sûrement tort ou raison sur certains points, mais je voulais aborder ce sujet et l'idée c'est de permettre à tout le monde de s'intéresser à cela et d'ouvrir le débat. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end.